Salut les fous du volant. Piastri au max, Verstappen dragué par Aston Martin, la peur de l'ennui. Voilà le menu du jour de ce fou du volant dont on va parler avec Julien Pereira alias Jap. Ça va, Julien ? Impeccable, et toi ? Ah bah écoute, ça va plutôt pas mal. On va commencer avec Oscar Piastri, l'Australien, qui a donc mis 4 grands prix pour effacer son erreur de Melbourne. Mais avec sa 3e victoire en 5 grands prix cette saison, le pilote McLaren déloge son coéquipier de la première place du championnat. Est-ce que c'est juste pour un soir ou est-ce que c'est du sérieux ? On en parlera avec Julien. Le week-end de Jeddah qui avait commencé avec une rumeur ou une information présentée, en tout cas comme une information par la presse italienne, sur une proposition pharaonique d'Aston Martin pour attirer Max Verstappen, 264 millions d'euros sur 3 ans. Alors est-ce qu'Aston Martin peut séduire Max Verstappen ? On va répondre à la question, Julien. Ouais. Puis enfin, Hadjar bloqué par la stratégie des Williams, Norris obligé de s'y reprendre à 3 fois pour dépasser Lewis Hamilton. On a encore eu ce week-end la confirmation que les dépassements en Formule 1 sont en voie de disparition. Est-ce que peu de dépassements, ça veut dire peu de divertissement ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour prendre du plaisir en regardant de la Formule 1 ? Et surtout, est-ce que ça va durer sur le reste de la saison ? Ça aussi, on va se poser la question et essayer d'apporter des éléments de réponse. C'est fait. Oscar Piastri est désormais leader du championnat du monde de Formule 1. C'est le premier Australien à pointer en tête au championnat. Depuis 2010, c'est la fin du Grand Prix du Japon. C'est Mark Webber qui pointait en tête à ce moment-là. 3 victoires en 5 Grands Prix cette saison pour Oscar Piastri. 4 podiums, 2 victoires. Bon, c'est un... 2 pôles, oui, pardon. C'est un bilan qui est quand même très très intéressant, Jap. Quelque part, on a presque le sentiment que l'histoire était écrite. Oui, parce que vous en aviez parlé avec Stéphane, c'était même quelque chose que vous aviez annoncé. Piastri, finalement, est à la place à laquelle on l'attendait. Il est au niveau auquel on l'attendait, peut-être même un petit peu plus haut. On avait noté des failles, en tout cas des failles, une marge de progression plutôt, sur ses 2 premières saisons chez McLaren, ses 2 premières saisons en Formule 1, notamment en qualification, notamment en rythme de course. Et il y a eu un énorme progrès sur ces 2 plans-là, même si il y a encore possibilité, je pense, de faire un petit peu mieux. Exactement. Alors, est-ce que ça va durer ou pas ? Le premier point quand même qu'il faut noter, c'est qu'il s'est attiré les bonnes grâces de Max Verstappen. La déclaration de Max Verstappen après le Grand Prix, elle est quand même assez incroyable. C'est pas le garçon qui fait le plus de compliments, surtout à ses adversaires dans la vie. Il est très solide, il est très calme dans son approche et j'aime ça. Ça se voit sur la piste, il performe quand il le faut. Il ne commet pratiquement pas d'erreurs et c'est ce dont vous avez besoin quand vous voulez vous battre pour un titre. Bon, là, déjà, quand Max Verstappen dit ça de toi, il y a, au Japon, c'est Fernando Alonso qui avait dit, en gros, il n'y a que Max Verstappen qui est capable de faire ça. Ça devient le monde des bisounours, la Formule 1. Non, mais c'est le talent qui reconnaît le talent. C'est intéressant. C'est beau, ça. Bah, c'est vrai. Alors, est-ce que ça va durer ? On va commencer par dire oui. Bah oui, parce que c'est une dynamique qu'on avait déjà sentie s'enclencher en 2024. Hein. L'année dernière, il y avait déjà eu des choses très, très intéressantes. Oui, parce que il a un capital de confiance en lui qui est absolument astronomique. J'en veux pour preuve ce dépassement là sur Lewis Hamilton à l'extérieur. Complètement dingue. C'est complètement fou. Et je crois que tu as écouté la radio. Oui. On lui avait dit de dépasser, mais pas à cet endroit-là. Oui, en fait, on avait vu les problèmes qu'avait eu Norris pour se débarrasser de Lewis Hamilton. Ça avait pris 2 tours. Donc, on avait suggéré à Piastri l'idée de patienter jusqu'au dernier virage, jusqu'à la ligne droite, pour effectuer le dépassement au virage numéro 1, là où ce serait plus simple. Piastri ne s'est pas posé cette question-là. Il a vu une ouverture que pas grand monde n'avait vue. Il y est allé. C'est une prise de risque énorme. Mais comme tu le dis, ça en dit long sur la confiance de l'Australien. Et ça en dit long aussi sur le fait qu'il n'y ait aucun doute dans son casque qu'il soit dans une forme de plénitude finalement. Alors attention, hein, parce que la confiance, ça peut vous emmener du héros à zéro. Hein, parce que ce dépassement par l'extérieur dans la poussière, si tu finis dans le mur, c'est pas tout à fait la même histoire et c'est une histoire de centimètres. Hein. J'ai envie de dire que oui aussi, parce que dimanche, il a réussi à faire quelque chose que personne sur la grille n'est parvenu à faire, c'est-à-dire faire plier Max Verstappen à l'approche
d'un virage. On va évidemment parler de ce premier virage du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Max Verstappen part de la pole position. Il rate un petit peu son envol. Piastri, lui, le réussit parfaitement. Et Verstappen comprend que ça ne va pas passer, que lui ne va pas plier. Je voudrais revenir après, on fera une parenthèse sur le cas Max Verstappen, mais personne n'a fait plier. J'ai pas souvenir. Charles Leclerc en Autriche, il a plié face à Verstappen. Norris, enfin tout le monde a plié devant Verstappen. C'est le premier aujourd'hui sur la grille à tenir tête à Max Verstappen. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement leur premier vrai gros duel, et que sur ce premier vrai gros duel, il y a quand même un ascendant psychologique maintenant qui est visible, parce que là, effectivement, il a réussi à faire plier Verstappen, ce que quasiment aucun autre pilote n'avait réussi à faire, si ce n'est Lewis Hamilton à certains moments, mais en tout cas, c'est vrai, il y a un ascendant psychologique, et il ne faut surtout pas négliger cet aspect-là, parce que Piastri, il a simplement montré que lui, toutes ces manœuvres, tous ces moments où Verstappen, on en a beaucoup parlé aussi dans d'autres émissions, veut emmener les pilotes dans des zones grises, ou en tout cas dans des doutes, ou en tout cas dans le combat, Piastri, il en a que faire. Lui, il est assez clair dans son esprit. Dans la partie intimidation, on va dire que le premier round, il est pour Oscar Piastri. Absolument, et ça compte. Je te propose de la faire maintenant, cette parenthèse, sur Max Verstappen, parce qu'il y a des choses pendant ce Grand Prix, j'ai pas souvenir d'avoir vu. Oui, ça m'a un petit peu énervé. Oui, non, pas énervé, mais je me suis dit, ah tiens, il y a des choses à dire. Voir Max Verstappen rater un départ, c'est rare. Voir Max Verstappen rater un départ quand il s'élance de la pole position, honnêtement, j'ai pas de souvenir. On va peut-être en retrouver quelques-uns. Hein. Je pense que Disons qu'ils sont pas majoritaires. Si Stéphane était entre nous, il nous dirait ah si tel Grand Prix, il a fait 18 tours de patinage parce que c'est une machine, notre Stéphane. Il y a un chiffre qui en dit très long. 80,5% de conversion pour Max Verstappen. C'est-à-dire qu'il a réalisé 41 pole positions. Il s'est imposé 33 fois de ces pole positions. C'est quand même un chiffre qui est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, Lewis Hamilton, il est à 58% de conversion, 104 pole positions, 61 victoires en partant de la pole. Donc c'est déjà... Quand Max Verstappen est en pole, normalement, ça gagne. Là, non seulement ça n'a pas gagné, mais en plus, il a plié dès le premier virage. Après, il y a eu cette histoire de pénalité. Je sais pas. C'est là que ça t'a énervé. Non, alors mais encore une fois, pas énervé. Je suis très très calme, surtout quand j'ai fait une nuit blanche dans la nuit du samedi au dimanche. En général, je suis assez calme, mais je suis un petit peu surpris parce que donc il a pris ces 5 secondes de pénalité et chez mes confrères qui analysent la Formule 1, il y a des très très bons professionnels, des très très grands connaisseurs qui te disent que Max Verstappen s'est entêté, qu'il aurait dû laisser repasser Oscar Piastri et il n'aurait pas pris cette pénalité. En fait, le calcul, il est très bon de la part de Max Verstappen. S'il avait laissé passer Oscar Piastri, il se serait retrouvé dans l'air sale de la McLaren et il aurait abîmé ses pneus, il se serait retrouvé en difficulté face aux autres derrière. Là, au final, il s'est acheté la moitié d'un Grand Prix dans de l'air propre pour 5 secondes. Il les a largement gagnés en piste, ces 5 secondes. On a dit qu'il était en colère après l'arrivée, justement à cause de cette pénalité. Pour moi, il était contrarié après l'arrivée parce qu'il sait qu'il a fait une erreur au départ et que ça lui coûte toutes ses chances de victoire. Oui, la contrariété, je pense que c'est une posture et qu'effectivement, il n'en avait ni contre Piastri, ni contre personne, si ce n'est lui-même. Et sur le raisonnement, oui, je pense que c'est un raisonnement qui se tient. Il ne faut pas négliger aussi le fait que la McLaren, par exemple, de Piastri, a souffert dans l'air sale, mais que la Red Bull aurait certainement encore plus souffert parce qu'elle a beaucoup plus de problèmes avec sa fenêtre pneumatique. Donc oui, de toute façon, tout ça, c'est des hypothèses. On ne saura jamais ce qui se serait passé s'il avait rendu la position. Mais effectivement, je pense que le calcul n'était pas mauvais. On referme la parenthèse sur Max Verstappen et donc on en revient à notre question. Est-ce que ça peut durer pour Oscar Piastri ou est-ce que c'est juste un coup ? Moi, il y a une expression qui a été donnée par Andrea Stella qui est assez intéressante, c'est qu'il dit qu'il ne connaît pas de pilote capable de faire le vide, de n'avoir aucun bruit dans l'esprit, comme Oscar Piastri. On le voit, il a des certitudes, il est performant, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Verstappen a des problèmes de performance avec sa monoplace. Lando Norris a des problèmes sur le plan mental, on en a parlé la semaine dernière. Donc finalement, c'est celui qui a le plus de certitude et c'est celui qui est le plus en ligne avec son objectif.
Donc je vois pas pourquoi ça ne durerait pas. La seule question maintenant, c'est si la lutte s'intensifie avec Verstappen, avec Norris ou avec les deux, comment lui va être capable de réagir, parce que finalement, on ne l'a jamais vu dans cette situation-là. Et c'est là que ça pourrait devenir intéressant. Mais en tout cas, on a quasiment la certitude, alors peut-être que je serai ridicule dans quelques mois après avoir dit ça, mais Jamais. on a quasiment la certitude qu'il sera candidat au titre jusqu'au bout. Ouais, c'est intéressant. De toute façon, quand tu es jeune, tu te mets pas de limite. Effectivement, on en saura plus sur Oscar Piastri le jour où il commencera à y avoir des problèmes. Ça va forcément finir par arriver. Et là, de voir sa réaction, de voir comment il s'adapte, c'est là que ça nous le dira. Mathématiquement aussi, on ne peut pas dire que ça va durer sur l'ensemble de la saison, parce qu'il n'a que 10 points d'avance sur Lando Norris, il n'en a que 12 sur Max Verstappen, et qui reste encore 19 Grands Prix. Si on fait le calcul, ça fait plus de 500 points encore à distribuer. 10 ou 12 points d'avance quand il en reste plus de 500, quelque part, c'est peanuts. Pour vous donner un petit ordre d'idée, on parlait du fait que Piastri était le premier Australien à mener le championnat depuis Mark Webber en 2010. C'était après le Japon, donc c'était vraiment en toute fin de saison. À l'époque où le Japon était en fin de saison. Oui. Exactement. Mark Webber se retrouve en tête du championnat. Il a 14 points d'avance sur Alonso et sur Vettel, qui sont ex-aequo à la deuxième place. Je ne sais pas si tu vois un peu la pression. Il restait 3 Grands Prix à négocier, donc 75 points possibles. Ça veut dire que ces 14 points d'avance, ça représentait 18,6% des points disponibles. Là, les 10 points d'avance, sachant qu'il en reste 515, ça fait 1,9 points. Donc, c'est vraiment rien. Je rappelle pour ceux qui suivent de très très loin que Mark Webber a fini par perdre. Il n'a pas été champion du monde. Mais ceci dit, c'est aussi une donnée intéressante pour Piastri. On rappelle que Mark Webber, tu l'as déjà dit, est son manager. C'est son conseiller, ouais, c'est son manager. Et que, mine de rien, cette expérience va aussi servir dans l'échange quand la bagarre va s'intensifier, si elle s'intensifie. Et ça aussi, c'est quelque chose que Max Verstappen a relevé, puisque Max Verstappen relève tout en conférence de presse en disant que l'expérience de Webber, ce qu'il a vécu aussi à un très très haut niveau. Cet échec en 2010, ça peut servir aujourd'hui à Oscar Piastri. On a parlé des qualifications. C'est peut-être encore l'endroit où il est peut-être un petit peu plus en difficulté par rapport à Norris, par rapport à Verstappen. Ouais, en tout cas, c'est l'endroit avec le rythme de course où on attend d'avoir un échantillon plus grand. Là, certes, il n'y a que 2 pôles, mais finalement, il est à chaque fois très proche du temps de référence. Ça se joue à 10 millièmes en Arabie Saoudite. Je crois que c'était joué à 44 millièmes au Japon, si je ne dis pas de bêtises, et ça devait être moins d'un dixième aussi sur le premier Grand Prix. Donc, vraiment, les marches sont très fines. Mais effectivement, sur la régularité, sur sa capacité à être toujours très proche du temps de référence de la première ligne ou de la pôle sur toute la saison, et également ce constat-là qu'on peut faire sur le rythme de course, on va attendre d'avoir un échantillon plus grand pour pouvoir juger et pour pouvoir se dire que, effectivement, Piastri, ça va être très dur d'aller le chercher. Donc, pour toi, ça va durer ? Je pense que ça va durer. Ouais. Pour moi aussi, puisque moi, je rappelle, au risque d'être ridicule, mais que avant le début de la saison, j'avais dit que dans mes paris, Oscar Piastri terminerait devant Lando Norris. C'est pas fait, mais je pense que ça va se jouer vraiment jusqu'au bout. Et puis, il y a une petite donnée intéressante, c'est que depuis le début de la saison, on entend beaucoup Norris dire que la voiture ne lui convient pas, ou en tout cas pas autant qu'il l'aimerait. Piastri lui dit tout le contraire, dit si, la voiture est très bien, il y a quelques petites choses à améliorer, mais ça fonctionne très bien. Quand vous avez l'un de ces 2 pilotes qui est en tête du championnat et qui dit ça, peut-être que dans le développement, vous faites un petit peu moins d'efforts pour plaire au 2e pilote le mieux classé. On peut pas parler de pilote pour Norris. Ou alors, justement, est-ce qu'une modification à un moment ne va pas redonner plus de sensations à Lando Norris ? Et c'est là qu'on verra justement de quoi est fait Piastri. C'est pour ça que ça va durer, mais c'est pas joué. Alors évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler de cette affaire Aston Martin, Max Verstappen, parce que là, les chiffres deviennent complètement fous. Jap, tu nous redis là la proposition de... Alors, qui a été divulguée, inventée, on ne sait pas. En fait, elle n'a pas été confirmée. Par le Corriere dello Sport. Elle n'a pas été confirmée. Disons que le timing n'est pas anodin. C'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite. On parle d'un fond saoudien, l'intervention du BIF.
Donc on est sur une proposition salariale de 264 millions d'euros sur 3 ans. J'accepte. Ouais. Moi aussi. Ce qui nous fait 88 millions d'euros, enfin ce qui lui ferait. Ce qu'il lui fait, parce que nous, on prend un peu moins. 88 millions d'euros par saison. On rappelle que selon certaines estimations, parce que là actuellement il touche un salaire progressif chez Red Bull, il serait autour de 50-55 millions d'euros. Seulement. Donc on est sur un gap plutôt intéressant. Maintenant, la question c'est est-ce que l'argent suffit? Est-ce que le projet proposé par Aston Martin peut être séduisant pour Max Verstappen, en tout cas convaincant, plus convaincant que ce que Red Bull peut lui proposer. C'est la Gazzetta dello Sport, pardon, qui a publié ça, je corrige. Mais ça a été confirmé par le Télégraphe. Par tout le monde, oui, exactement. Déjà, peut-être deux petites observations. Ça fait parler, parce qu'il faut reconnaître qu'on n'est pas au niveau de ce que l'on attendait en termes de storytelling sur ce début de saison. Évidemment, on attendait que Lewis Hamilton casse tout en arrivant chez Ferrari. C'est pas tout à fait le cas. On attendait que ça s'enflamme entre les pilotes McLaren. C'est pas tout à fait le cas. Et les journalistes ayant horreur du vide, faut pas s'étonner qu'il y ait des trucs qui sortent. Il y a 15 jours, on avait reçu Gwen Lagrue, qui est donc le dénicheur de talent chez Mercedes, et il nous avait raconté, il suffit que j'aille boire un café avec Jos Verstappen, parce qu'on s'aime bien, parce qu'on se connaît depuis longtemps, et tous les journalistes qui nous voient prendre un café écrivent que Max Verstappen va aller chez Mercedes. Bon, en même temps, il a en partie raison. Bon, en même temps, quand ils font ça, ils savent très bien pourquoi ils le font. Et j'ai envie de dire, c'est aussi la logique des choses. Quand tu es dans une équipe de référence, que tu es réputé le meilleur pilote, que ça commence à moins bien aller, la logique des choses veut qu'on se demande si tu vas pas aller ailleurs. Oui, parce qu'on peut aussi rappeler quelque chose, c'est que Verstappen, qui a été interrogé en long, en large et en travers jeudi lors de la conférence de presse d'avant Grand Prix d'Arabie Saoudite, disons que c'est démenti, on a connu plus cru, plus net. Là, c'est quand même là, il dit du démenti plutôt mou. Voilà, il dit plutôt qu'il va se concentrer sur la performance de sa voiture, que beaucoup de gens parlent de son avenir, mais pas lui. Mais à aucun moment, il dit non, je serai encore chez Red Bull la saison prochaine. Et puis aussi, côté Aston Martin, on ne dit pas non, Max Verstappen ne viendra pas. On dit on a déjà 2 pilotes sous contrat. Ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Maintenant, sur le projet, sur ce que tu disais, effectivement. Essayons de répondre à la question, est-ce que ça peut marcher ? Disons que sur le papier, tout est plutôt sexy. Évidemment, Adrian Newey, qui, ça aussi, Andy Cowell, le patron de l'écurie, l'a rappelé, en tout cas le dirigeant de l'écurie, l'a rappelé en amont du Grand Prix. Newey est 100% concentré sur la voiture 2026, c'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas de ce qui se passe en 2025. L'intérêt, la priorité maintenant, c'est ce qui va se passer avec la nouvelle réglementation en 2026. Donc ça, c'est plutôt un facteur séduisant. Je rappelle que les titres de Max Verstappen ont tous été acquis avec des voitures construites par Adrian Newey. Même celui de 2024, Adrian Newey n'était plus aux affaires, mais la voiture, elle avait été déjà mise au point par l'ingénieur britannique. Exactement. Donc ça, c'est le premier facteur qui, a priori, pèse quand même assez lourd dans la balance. Deuxième facteur, moteur Honda, moteur avec lequel Verstappen a là aussi gagné des titres. On peut parler, donc ça on en a parlé, de tout l'aspect financier, le salaire qui est effectivement mirobolant. C'est toujours pareil, on peut dire qu'un pilote comme Max Verstappen ne cherche pas l'argent. Transférez à votre échelle et dites-vous que si on vous multiplie quasiment votre salaire par 2, bah, vous réfléchirez quand même. Pas toi ? Si. Et ensuite, il y a les autres aspects, tous les moyens qu'Aston Martin s'est donné pour essayer d'aller conquérir ce titre de champion du monde. Nouvelle usine, nouveau simulateur, nouvelle soufflerie. Tout ça, c'est séduisant. Il faut quand même prendre du recul et se dire que tout n'est pas tout rose, que tout n'est pas sur des rails. La soufflerie, c'est encore très récent, il y a encore beaucoup de problèmes. Adrian Newey, oui, certes, c'est le meilleur ingénieur de l'histoire de la Formule 1. Il n'empêche que c'est un homme comme tout le monde et qu'il n'est pas infaillible. Le moteur Honda, pareil, vu que le retour d'Honda était annoncé très tardivement, le moteur a pris du retard et sera homologué que très tard la saison prochaine, avant le début de la saison prochaine. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent être mises en place. Maintenant, ce qui compte finalement plus que ça, c'est le projet de Red Bull. Parce que si on vous met une carotte au bout du nez, mais que derrière, on n'a pas mieux à vous proposer, bah peut-être que c'est ça le facteur décisif. Ouais, je pense que tu touches un point très important, c'est qu'il y a aussi
des inconnus du côté de chez Red Bull même. Il y a quelques inquiétudes sur ce moteur. Red Bull n'a jusque-là n'a jamais construit de moteur. Ils se sont retrouvés un petit peu obligés de créer une structure pour créer un moteur en vue de 2026. On ne sait pas si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Honda, ils se sont déjà plantés sur des moteurs de Formule 1. Demandez donc à Fernando Alonso, qui qualifiait le moteur Honda de moteur de GP2 quand il était chez McLaren. Mais là, depuis quelques saisons, quand même, on voit bien qu'ils sont dans le coup. On parlait de soufflerie chez Aston Martin. On a évoqué le problème de soufflerie chez Red Bull, où il y a une mauvaise corrélation entre les chiffres qui sont délivrés par la soufflerie Hamilton Keynes et ce qu'on retrouve en piste. Et l'évolution de la soufflerie chez Red Bull sera effective en 2027. Enfin, à l'échelle de la Formule 1, c'est le siècle prochain. Donc, est-ce que tu peux rester en attendant ça quand tu t'appelles Max Verstappen? Je suis pas convaincu. On peut aussi reparler des tensions qui étaient à ciel ouvert la saison dernière, qui ont été un petit peu mises sous le tapis au profit de l'intérêt commun, le titre qui a été remporté la saison dernière. On peut aussi se dire que depuis que Newey est parti, que d'autres dirigeants importants sont partis, finalement Red Bull a beaucoup plus de difficultés à trouver des solutions à ces problèmes en termes de performance. Donc tout ça, ça compte, et tout ça, ça va être pris en compte par Verstappen, qui, on le rappelle, 28 ans, va être papa, peut-être qu'il a envie de changer, tout simplement. Ouais, de penser, c'est sûr, d'avoir de nouveaux horizons. Il y a un élément qui va être très important, les évolutions sur la Red Bull qui doivent arriver à Imola. Clairement, si ça marche très fort, peut-être que là, on lui dira, tu vois, on sait encore te redonner la meilleure voiture. Si c'est pas le cas, peut-être que ça va inciter un petit peu plus Max Verstappen à regarder du côté de Mercedes. Mais encore une fois, c'est un peu dans le cours de l'histoire. Pourquoi ? En fait, ça intéresse tout le monde, ça intéresse tout l'univers de la F1. Si Max Verstappen quitte, lui qui est réputé meilleur pilote, quitte l'équipe de référence pour aller chez un nouveau constructeur à l'échelle de la Formule 1, Aston Martin débute. Bien sûr. Ça fait des histoires incroyables, et la Formule 1 aime bien faire de la nouveauté. Ça va intéresser aussi toutes les équipes parce que ça priverait Red Bull de sa seule arme depuis quelques saisons, qu'est Max Verstappen. Donc clairement, on se dit que ça peut aller. Mais si tu veux mon sentiment, et là, je vous donne mon sentiment, vous en avez peut-être un totalement différent, tu en as peut-être un tout autre que le mien, ça c'est vraiment du ressenti, j'y crois pas. J'y crois pas, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, je sens Max Verstappen comme un sentimental. Red Bull, c'est son équipe pour moi, c'est sa famille, et je crois qu'il va rester chez Red Bull en 2026, et qu'il ira même jusqu'au bout de son contrat, qui est fin 2028, et qui partira de la Formule 1 à la fin de 2028, que ça sera l'homme on est sur une grosse d'une écurie. Voilà, mais alors là, c'est vraiment du ressenti. Tu disais tout à l'heure, je risque d'être ridicule, si ça se trouve, après-demain, blam, Lawrence Stroll annonce que Max Verstappen arrive chez Aston Martin, et mon analyse, elle sera complètement fausse, mais justement, le malaise qu'il y a eu quand il y a eu l'affaire Horner l'année dernière, il n'a pas eu la réaction d'un pilote qui était un mercenaire, et qui serait parti, qu'en aurait profité pour casser son contrat et pour partir. Je le sens beaucoup plus attaché, en fait. Et le challenge, il est énorme, encore plus beau peut-être, en essayant de relever cette équipe de ses difficultés, qu'en allant chercher un gros chèque et finalement reproduire avec Aston Martin ce qu'il aurait fait avec Red Bull, c'est-à-dire gagner au volant d'une voiture construite par Adrian Newey. Oui, parce que finalement, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais lui reprocher, c'est d'avoir été patient avec son écurie. Parce que là, certes, il sort de 4 titres de champion du monde. Il ne faut pas oublier que pendant plusieurs années, il a fait ce qu'il a pu avec une monoplace qui était très inférieure au Mercedes. Exactement. Donc moi, je vous dis, j'y crois pas trop. On verra ce que ça nous dit. Moi, j'y crois plutôt pour 2027. Je reste sur ce que je disais la semaine dernière, j'y crois plutôt pour 2027. Notre troisième sujet au menu du jour, c'est une question presque philosophique. Est-ce que avec moins de dépassement, on peut prendre autant, voire plus de plaisir à regarder de la Formule 1 ?
C'est pas facile comme question. On va resituer un peu le contexte. Depuis le début de la saison, il faut bien reconnaître qu'on n'a pas vécu de Grand Prix absolument sensationnel. Pas été transcendé. Non, voilà. Et Stéphane nous disait après le Grand Prix du Japon que ça faisait 6 Grands Prix consécutifs où le vainqueur n'était pas allé chercher en piste, en faisant un dépassement en piste, la victoire. On peut encore en rajouter 2, finalement, parce que là, ça a encore été la même chose en Arabie Saoudite. Et sincèrement, je pense que ça peut durer encore 10 Grands Prix, 15, faire toute la saison comme ça. On voit bien qu'en ce moment, il y a quand même un petit souci pour que le scénario soit vraiment palpitant en piste. On s'intéresse aux chiffres, peut-être que c'est qu'une impression. Que nous disent les chiffres, Jap ? Ils nous disent très simplement ce qui est logique, c'est que finalement, après chaque réglementation, après chaque réglementation technique, il y a un pic, parce que finalement, on change ces réglementations aussi pour ça, pour créer plus de dépassements en piste. C'était le grand cheval de bataille sur ce changement en 2022. Et il démontre qu'avec les évolutions des monoplaces, les évolutions aérodynamiques, ce nombre de dépassements baisse. Exemple, avec les chiffres qu'on vous donne là. 2021, donc juste avant le changement de règlement, il y avait eu 27 dépassements par course en moyenne. 2022, 45. 2023, 50, mais en tenant compte de ce Grand Prix qu'on appelle en statistique une valeur aberrante, ce Grand Prix des Pays-Bas où il y avait eu plus de 180 dépassements, ce qui n'arrive quasiment jamais. Donc ce chiffre a largement été gonflé, mais en final, si on en fait abstraction, on serait largement en dessous les 45. 2024, 38 par course. 2025, on va attendre d'avoir un échantillon plus grand, mais on sera très probablement entre 30 et 35. Ouais. Là, je vois, si on prend 2 Grands Prix, on va dire emblématiques, Suzuka, il y avait eu 29 dépassements en 2023, il y en a eu 15 cette année, ça fait une baisse de 68%. Alors, est-ce qu'on peut se dire que c'est aussi un chiffre, une valeur aberrante ? Si on prend Shanghai, 34 dépassements en 2023, 18 cette année, ça fait une baisse de 47%. On voit bien qu'il y a quand même moins de dépassements. Et d'ailleurs, même les patrons d'équipe commencent à dire que ça devient des grands prix où en fait, on essaye d'éviter l'air sale à tout prix. L'air sale, c'est les perturbations des voitures de devant. Ça dit bien à quel point ça devient compliqué de faire un vrai dépassement en piste. Oui, et puis tous les pilotes le disent, qu'ils ressentent l'air sale de plus en plus tôt, finalement, dans leur poursuite, et de plus en plus souvent, et c'est de plus en plus compliqué. Voyez Norris, à quel point il a dû galérer ce week-end, et voyez aussi les deuxièmes, toutes ces courses-là depuis le début de la saison, les deuxièmes, à quel point ils ont eu du mal à conserver le rythme du leader. C'est aussi le problème qu'a eu Piastri à Jeddah. Maintenant, alors, on peut dire que ce problème-là n'a pas de solution, si ce n'est refaire des nouvelles réglementations tous les ans, mais c'est évidemment pas possible, puisque maintenant on est capable de faire évoluer aérodynamiquement des monoplaces de manière très complexe, de manière accélérée aussi, et que on peut plus se retrouver avec ce qu'on avait dans les années 70-80, avec des voitures qui pouvaient suivre et qui pouvaient même faire des longues courses côte à côte. Justement, je voulais y venir. Est-ce que le bonheur, c'est finalement dans le nombre de dépassements ? Peut-être pas forcément. Quand le dépassement se déroule dans des conditions qui ne sont pas équitables, c'est pas divertissant. On reprend Abu Dhabi 2021, le dépassement décisif de Verstappen sur Hamilton. Il y en a un qui a des pneus neufs, l'autre qui est en pneus usés. C'est un dépassement. Et finalement, c'est pas ça qui fait l'intérêt du Grand Prix. À Jeddah, on a eu aussi une séquence avec Lando Norris qui essaye de dépasser Lewis Hamilton. Ça a duré 3 tours. Au final, statistiquement, il y a 5 dépassements parce que Norris dépasse Hamilton. Et puis Hamilton, en fait, il a calculé pour passer la ligne de DRS devant. Donc, il se fait dépasser, mais il reprend l'avantage. Il fait ça pendant 2 tours. Après, au bout d'un moment, Norris a compris. Finit par le dépasser. Donc là, pour un changement de position concret, il y a eu 5 dépassements. Donc voilà, ce chiffre, il veut un peu rien dire. Et puis il y a des moments d'anthologie de la Formule 1 où il n'y a pas eu autant de dépassements. C'est là que tu faisais référence au duel entre Gilles Villeneuve et René Arnoux à Dijon en 1979. Alors là, je ne sais pas combien il y en a qui nous regardent et qui étaient là. Tout le monde le connaît. En 79, mais forcément, si vous êtes fan de Formule 1, vous êtes tombé un jour sur cette vidéo. Et là, c'est pareil, il n'y a pas 40 dépassements. Ils sont juste côte à côte tout le temps. Donc, mais c'est fabuleux. Bon, il y a un autre moment.
le duel entre Michael Schumacher, qui est la référence absolue, et Fernando Alonso dans la Renault à Imola en 2005. Il n'y a pas un dépassement, mais ce bras de fer, il est monstrueux. Et quelque part, c'est presque l'acte de naissance de Fernando Alonso qui va devenir double champion du monde. Donc, attention, le dépassement, c'est pas le nirvana. Encore moins depuis le DRS, parce que finalement, des dépassements assistés, c'est pas ce que les vrais fans de Formule 1, si je puis dire ça ainsi, recherchent. Ce qu'ils recherchent, c'est des histoires, des rivalités, de l'intensité. Qui se souvient plus d'un dépassement en 2021 que du duel entre Hamilton et Verstappen? C'est ça qui fait le sel et l'intérêt de la Formule 1, le nombre de dépassements finalement. Et puis je pense aussi, je suis assez convaincu d'une chose, c'est que quand on a 1, 2, 3 pilotes qui sont à un niveau très 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 élevé, et exactement comme en 2021 entre Verstappen et Hamilton, il y a toujours moyen. C'est exactement ce que Piastri a démontré à Jeddah sur son dépassement avec Hamilton. Quand ces pilotes-là sont à un niveau de confiance qui est démentiel, ils sont capables de tout, y compris avec des monoplaces qui ne permettent pas tout. Et dans le même temps, c'est confirmé, on l'a dit par les patrons d'équipe, hein, tu as un Fred Vasseur qui te dit en fait ça va devenir un championnat de qualification, ouais. Parce que, et c'est la logique. On a des qualifications qui se jouent vraiment à de moins en moins de choses. Là, c'était 10 millièmes de seconde entre Verstappen et ça se joue quasiment tout le temps à moins d'un dixième. Il faut bien comprendre que quand c'est très serré en qualif, il ne peut pas y avoir 3 secondes d'écart entre les voitures en course. Donc, finalement, le moment peut-être qui est en train de devenir de plus en plus important de nouveau en Formule 1, c'est plutôt le samedi, c'est plutôt la qualif. C'est plutôt le samedi. Ça arrange peut-être pas les promoteurs qui, eux, veulent tout faire justement pour plus de courses, plus de journées longues, etc. Mais effectivement, la journée la plus importante aujourd'hui, c'est le samedi. Alors, à court terme, on l'a déjà évoqué, hein, à court terme, il faut peut-être essayer de conseiller aux fabricants de pneumatiques, peut-être de proposer des pneus un petit peu plus tendres pour avoir différentes stratégies, parce que là, on se retrouve, si tout le monde est sur la même stratégie avec des voitures qui valent à peu près la même chose, et ça devient très compliqué de faire la différence. C'est effectivement ce qui a été demandé de toute façon à Pirelli, c'est de proposer des pneus plus tendres pour avoir plus de possibilités stratégiques et plus d'audace, même si l'intérêt pour les écuries, ce sera toujours de tendre vers des courses à un arrêt, parce que vous limitez à la fois le risque et le temps que vous passez au stand. Bon, et puis pour se redonner un petit peu de courage, il faut se dire qu'en 2026, il y aura une nouvelle réglementation technique et que ça va repartir à peu près dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'on peut être un tout petit peu inquiet quand même. Il va falloir essayer d'aller trouver du plaisir autrement. C'est une sorte de vieux couple en fait. Non, mais on peut aussi se dire que Lando Norris est un suffisamment bon pilote pour faire le vide, peut-être même là, dans les 2 prochaines semaines avant le Grand Prix de Miami, et revenir plus fort, et qu'il y ait un vrai duel, voire un truel avec Max Verstappen, si lui aussi arrive à compenser encore mieux les performances de sa Red Bull, et là on n'aura plus de problème. Un truel? Je crois que le mot existe. Ah ok, d'accord. Il me semble que c'est ça. Eh ben, ça va être intéressant. En tout cas, l'année dernière à Miami, il y avait eu 41 dépassements pendant le Grand Prix en Floride. Bah, ça tombe bien, c'est là qu'on ira donc dans une dizaine de jours, au moment où on enregistre notre podcast, du côté de la Floride, avec les premiers essais libres le vendredi 2 mai à partir de 18h30. Et on enchaînera dans la même journée avec la qualif sprint, c'est un Grand Prix sprint, qualif sprint à 22h30. Ensuite, le samedi, la course sprint à 18h et la qualif pour le Grand Prix à 22h. Et puis enfin, le Grand Prix de Miami, dimanche 4 mai à 22h. Et on saura si Lando Norris se reprend, si Oscar Piastri poursuit, si Max Verstappen arrive à infléchir un petit peu la montée en puissance de l'Australien. On aura plein de choses à vous dire après ce Grand Prix de Miami. Ça te va? Ce sera avec Stéphane. Ça sera avec Stéphane. Mais je vous écouterai avec grand plaisir, évidemment. J'espère que tu nous regarderas aussi. Je vous regarderai. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On est preneur de toutes vos remarques, de toutes vos questions. Vous pouvez nous donner votre avis. Essayez d'être poli déjà, ça c'est quand même la première chose. Et puis pourquoi pas, inventif, on prend tout. Remarques positives, négatives, il n'y a pas de souci. On est là. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve donc après le Grand Prix de Miami. Et puis d'ici là, on coupe le contact.